Écoutez, la liberté n'est pas oisiveté, c'est un usage libre du temps, c'est le choix du travail et de l'exercice. Être libre, en un mot, n'est pas ne rien faire, c'est être seul arbitre de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait point. Nous sommes les derniers hommes libres. Je suis bien content d'être venu. Quelle aventure! Dans la grande famille des baroudeurs et aventuriers de la vie, il y en a certains qui aiment le mélange des genres, la rencontre des improbables, voire des contraires. Ceux qui peuvent à la fois partir à l'assaut du champion de boxe mondial du moment, tout en écrivant des poèmes. Ceux qui vendent à la criée des journaux comme une poissonnière au marché de gros, tout en se voulant le neveu d'Oscar Wilde. Des boxeurs poètes en somme, qui prennent l'existence comme une drôlerie. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mâle. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé, dans son teint pâle. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups, sans que je râle. Il a des gros biscottos, mais c'est lui que j'ai dans la peau, c'est le mal qu'il me faut. Né à Lausanne en 1887, Arthur Cravant, de son vrai nom Fabien Avernarius Lloyd, est un petit gars de la haute. Un petit gars de près de 2 mètres, au regard perçant et aux épaules larges. Fils d'un conseiller de la reine Victoria, c'est dans l'opulence et le farniente fin de siècle du 19e que notre poète boxeur tombera amoureux des livres, des plaisirs, qui font la bonne chair de l'existence, des matchs de boxe, sport encore tout neuf, et surtout du dandysme. En effet, rien de surprenant à ce que le petit Fabien s'intéresse à ces aristos qui ont le défi des bonnes mœurs comme seul évangile et l'arrogance comme seule arme blanche entre les canines. Le grand Oscar Wilde n'est-il pas son oncle par mariage? Un héritage décisif pour celui qui se voudra le digne héritier de cette race d'aristos qui porte l'élégance, le raffinement et la morgue au revers du veston et tout en haut du haut de forme. Comme le rappelait l'un des plus grands d'entre eux, le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption, il doit vivre et dormir devant un miroir, disait Baudelaire. Fin de siècle, aspiration grandiloquente, nostalgie d'un monde enchanté et non démocratique, notre dandy voyage durant ses jeunes années. En Europe, aux États-Unis. Il écrit, se laisse aller à la dolce vita permise par son rang et gloutonne la vie. Je voudrais être à Vienne et à Calcutta, prendre tous les trains et tous les navires, forniquer toutes les femmes et bafferer tous les plats. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis Musset, Beethoven, celui qui a fait le coup dans la ruelle des reculettes, le prosateur au pas mesuré, le poète au pas d'ours. Je suis Tarzan, je suis Kit Carson, je suis Zorro le vengeur. Je me vengerai. Mon bonheur n'est pas dans mon cerveau, il est dans ma jeunesse. Tout est dit. Il décide de poser souliers et smoking à Paris en 1908, rue Saint-Jacques. Il y restera jusqu'en 1915. Il fréquente les cabarets, les salles de spectacle, les femmes à la cuisse rose et aux porte-jartelles sauteurs, ainsi que les cafés enfumés. La closerie des Lilas notamment. Accompagné de son frère Otto, de 2 ans son aîné, ils font de plus en plus parler d'eux dans la presse sportive, à compter de l'année 1910, en tant que jeunes boxeurs suisses dans la catégorie mi-lourd. Ils seront d'ailleurs membres de l'équipe pugiliste de Paris et entraînés par le légendaire Fernand Cuny, né à Metz et l'un des premiers champions de boxe anglaise. Ce dernier publiera l'un des premiers manuels de la discipline, la boxe aux alentours de 1918. Mais on s'égare. Ce parcours pugilistique permettra au jeune Fabien d'être déclaré champion de France de sa catégorie, par abandon de son adversaire. Et ouais, la gloriole du dandy est aussi faite de récits de légende. À 25 ans, Fabien Lloyd se lance définitivement dans l'aventure littéraire en adoptant le pseudonyme qui sera retenu par l'histoire, Arthur Cravant, en hommage à la ville de Cravant, en Charente-Maritime, lieu de naissance de sa fiancée d'alors. Cette même année 1912 sera pour lui l'année de l'enfantement, métaphorique bien sûr, avec sa revue Maintenant. Éditeur et unique rédacteur de cette amizdat d'avant l'heure, c'est sur un petit chariot à légumes, chapeau melon et manteau de fourrure,
que l'échalas part à la criée vendre la brochure. Effroyable incendie à Orly. Photos et détails. Robert Danielou, fils de Jean-François Danielou, Gaëtan Marie Danielou, né à Morlaix dans le Finistère, est heureux aujourd'hui de vous vendre François. Un régal de lecture. Un sensationnel aujourd'hui. Gouailleur, irrévérencieux, nanar, Cravant y exalte l'instant présent et pourfend le monde alors bouillonnant des littérateurs et artistes gribouilleurs de l'époque. Comme il le répète, qu'on le sache une bonne fois pour toutes, je ne veux pas me civiliser. Mêlant critique et provocation, c'est un bras d'honneur général lancé à une époque qui se veut encore sérieuse, alors qu'elle n'a plus vraiment les moyens de l'être. Il se fait des ennemis parmi l'intelligentsia parisien. Georges Braque, Marcel Duchamp, Guillaume Apollinaire, ainsi que sa compagne d'alors, Marie Laurencin, ou encore André Gide. Par rancunier, ce dernier s'inspirera de notre homme pour le personnage de Lafcadio, héros de son livre Les caves du Vatican. Malin et vantard pour 4, Arthur Cravant provoquera Apollinaire en duel, qui ne se dégonflera pas. Rectifiant alors son pamphlet contre sa compagne Marie Laurencin, un brin trop androgyne pour lui, Cravant écrira « Puisque j'ai dit, en voilà une qui aurait besoin qu'on lui relève les jupes et qu'on lui mette une grosse... quelque part. Je tiens essentiellement qu'on comprenne à la lettre, en voilà une qui aurait besoin qu'on lui relève les jupes et qu'on lui mette une grosse astronomie au théâtre des variétés. » Sa façon de créer le scandale deviendra sa marque de fabrique. Véritable semeur de merde et chercheur de suif, Cravant deviendra celui par qui le scandale arrive. En 1913, il convainc le correspondant du New York Times à Paris que le fantôme de son oncle serait venu le visiter chez lui. Crédule, le gratte-papier donnera crédit à l'histoire, mais toujours aucun signe du fantôme de Oscar Wilde. Cravant annonce son suicide public, histoire d'attirer les curieux qui, par esprit morbide, finiront bien par venir pour assister à la scène. Eh bien, ils viendront se bousculer dans un auditorium plein à ras-bord. Les accusants de voyeurisme, Cravant en profitera pour leur tenir une conférence de 3 heures sur l'entropie. Exemple parmi d'autres de l'imprévisibilité du bonhomme qui contribue à créer sans le savoir le happening. L'amour et l'eau fraîche de Paris se font de plus en plus rares, d'autant plus que la guerre éclate. Muni de faux passeports, il s'embarque à travers l'Europe et finit par échouer à Barcelone en 1916. Toujours amateur de défis et de scandales, il ira jusqu'à organiser un combat de boxe au Plaza de Toros Monumental, en avril, contre le champion du monde de l'époque, Jack Johnson. Le poète et grande gueule Cravant finira au tapis à la 6e reprise. Un second combat avorté se tiendra en juin de la même année, mais le colosse sera tellement cigare qu'il ne pourra même pas lever le petit doigt. L'année suivante, c'est sur l'invitation du peintre Francis Picabia qu'il se rend à New York pour donner une conférence sur les artistes indépendants. Après un long périple, le bougre surgit, à nouveau ronflé par la boutanche. Il se dessape en tapant du poing sur la table, totalement ingérable et vindicatif. Menotté et emmené manu militari par la poulaille, il devient très vite un objet de curiosité pour le tout New York, qui y voit un sujet d'amusement, qui comme les autres finira par leur passer. Lassé de ce rôle de bouffon magistral, il reprend la route vers le Mexique, en emportant avec lui une femme, celle qu'il aimera, complètement, Mina Loy. Muse des futuristes, elle tombe éperdument amoureuse de Cravant. Ils se marient au Mexique en janvier 1918. La passion sera à l'image des deux amants, aussi fougueuse que brève. Un type qui rappelle sans cesse qu'il faut remettre son avenir en jeu une fois par an n'est pas vraiment du genre à s'installer. Alors enceinte de Cravant, Mina Loy le convainc de s'embarquer vers l'Argentine. Une petite place, enfin stable, au soleil et loin de la guerre, ça ferait du bien. Après un dernier combat à la Plaza de Toros à Mexico, qu'il perd à nouveau, Cravant prépare leur départ. À partir de Salina Cruz, dans l'état de Oaxaca, sur la côte pacifique, Mina et Arthur se disent au revoir sous le soleil mexicain. Très affaiblie par l'incessant voyage, elle embarque à bord d'un navire sanitaire japonais, en direction de Buenos Aires. Le roi du scandale lui promet de la rejoindre là-bas. Il réunit quelques marins d'eau douce et les menus sous qui lui restent pour se procurer un vieux rafio dans le petit port de Puerto Angel, afin de passer par l'isthme de Tehuantepec. Plus courte distance entre le golfe du Mexique et l'océan Pacifique, afin de rallier l'Argentine. Début novembre 1918, l'embarcation s'engage enfin sur les flots. Comme si le bon Dieu voulait le mettre au défi une dernière fois, c'est quelques heures plus tard que l'une des plus importantes tempêtes que la région ait connues éclate. Bien trop grosse pour la jonque de briques et de broc. On ne revit jamais Arthur Cravant. Tu as acheté une barque à Puerto Angel pour me rejoindre.
Je veux y croire. Où es-tu, Colossus? Saunders m'écrit que tu as ouvert une académie de boxe à Mexico City, puis que l'on t'a assassiné d'un coup de poignard dans un dancing. Breton raconte que tu es devenu professeur de culture physique. D'autres t'ont vu alcoolique dans un salon de coiffeur de la Costa Brava. On ne te pardonne pas d'avoir le cerveau musclé comme un bœuf. Ils disent que tu étais peut-être génial, mais sûrement fou. Un scandale ambulant, un danger de tous les instants. Un poète sans maître, un boxeur sans technique, un artiste sans œuvre. Jusqu'en novembre 1921, sa femme parcourt le monde entier avec sa fille, Jemina, pour retrouver son colosse. Mais ce fut peine perdue, et elle finit par se résigner en s'installant à Aspen, dans le Colorado. C'est sur un frêle bout de bois qu'Arthur Cravant, roi du scandale, fit son dernier tour de piste. Il inspirera moult scribouilleurs, dont André Breton, qui verra en lui l'une des préfigurations des dadaïstes. Comme le disait Rimbaud en son temps, il faut être absolument moderne. Tel un bolide futuriste lancé à pleine vitesse, Arthur Cravant l'a été, totalement. Alors, ciao l'aventurier. L'aventure, c'est l'aventure.